Je suis chaud. Allez, c'est parti. On lance cette 5e édition. Je retourne dans les backstage et je te laisse la place. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais rapidement me présenter. En fait, je voulais me présenter d'une façon un peu différente cette fois, puisque tout le monde ne sait pas obligatoirement, mais je vais arrêter le métier de SEO d'ici quelques semaines. C'est une de mes dernières interventions en live et en webinar sur le web, et une de mes dernières actions SEO, puisque d'ici quelques semaines, il y aura une nouvelle équipe qui va reprendre Abondance, Réacteur et toute mon activité, Format SEO bien sûr, etc., la formation. Et puis moi, je vais switcher après un peu plus de 26 ans de bons et loyaux services. Je vais switcher sur un nouveau métier de scénariste de bande dessinée, qui me passionne, un nouveau métier qui me passionne et que je touche du doigt depuis quelques mois et quelques années maintenant. Et voilà, donc ce sera une autre aventure, un nouveau chapitre de ma vie qui va commencer. D'ailleurs, je vais commencer par faire un petit peu de publicité, puisque j'ai le prochain album d'Is No Good, des bougies pour Is No Good, qui sort jeudi, donc dans 2 jours. Donc n'hésitez pas à aller chez votre libraire préféré. Donc un album que j'ai eu le plaisir de scénariser avec donc le dessin fait par Eric. Voilà, c'est le 2e album que je fais. Puis il y en a d'autres qui vont arriver d'ici quelques semaines également. Pas que Disney Wood, puisque je travaille sur pas mal de séries maintenant, et sur d'autres encore qui vont arriver. Donc voilà, c'est mon nouveau métier. Et j'espère que ça va bien se passer. On verra ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est là pour parler de SEO. Et je crois qu'on peut lancer les slides. Alors, je ne sais pas. Voilà, super. Merci beaucoup. Voilà, c'est bon. Alors, cette conférence, donc, comme je crois que plusieurs précédentes, l'idée, c'était de sélectionner un certain nombre de questions et qui ont été posées par vous, sur les réseaux sociaux, par les futures personnes qui allaient assister à ce webinaire, d'en sélectionner un certain nombre. Alors, j'ai essayé de sélectionner les questions qui potentiellement pouvaient intéresser le plus de monde possible. Quand on m'a posé des questions de type mon site web a un problème, mais quelque chose de très spécifique à un site web, malheureusement, je n'ai pas pu le sélectionner parce que ça n'intéressait que la personne qui avait posé la question. Donc, j'ai essayé de sélectionner 20 questions. J'ai 2 minutes pour répondre à chaque question. Et puis, s'il reste un peu de temps à la fin, j'essaierai de répondre à un certain nombre de questions. Je vois qu'il y a quasiment 1000 participants là. Et puis, il y a déjà pas mal de questions qui sont en train d'être posées. Donc, voilà comment ça va se passer. Donc, 20 questions, 20 réponses que j'espère sans langue de bois et les plus précises possibles. Parfois aussi pour démystifier un certain nombre de choses. Alors, voilà, je me suis présenté, futur scénariste de BD maintenant. Première question, le protocole Index Now, où en sont Bing et Google? Parfois, j'ai un petit peu modifié les questions, veuillez m'en excuser, mais je voulais que ça soit le plus large possible. Index Now, donc c'est un protocole qui a été mis en place par Bing et Yandex, pour en gros indiquer au moteur de recherche lorsqu'une page a été créée, supprimée ou modifiée. Donc une espèce de ping, de pinguer le moteur pour dire j'ai des nouvelles pages ou j'ai des pages modifiées ou autres, et envoie ton robot dessus. Alors c'est Bing qui l'a mis en place donc avec Yandex au départ. Ça marche plutôt pas mal. Bing a annoncé 16 millions de sites web qui le prenaient déjà en compte. Mais bien sûr, ça ne pourra être un protocole qui tienne la route, entre guillemets, que si Google y va. Alors la question, c'est est-ce que Google va y aller? Alors, il se trouve que je parle de temps en temps avec les gens de Bing. Et évidemment, je leur pose la question. Je dis, alors, Google, ils en sont où? Et la réponse, c'est on ne sait pas. Je pense qu'ils savent, mais je pense que c'est plutôt, de toute façon, on le sait, mais on ne peut pas en parler. Accord de confidentialité, etc., etc. Donc, on ne sait pas où en est Google.
Grosso modo, je trouve que IndexNow, c'est une bonne idée, un bon protocole, ça fonctionne plutôt bien, mais évidemment, ça ne pourra avoir un intérêt majeur que si Google intègre ce protocole, sachant que Google a eu d'énormes problèmes d'indexation dernièrement. Alors ça a l'air d'aller mieux, hein, ça a l'air de mieux se passer aujourd'hui, voilà, mais on ne sait pas où en est Google. Est-ce qu'ils auront envie d'intégrer un protocole qui n'est pas le leur, qui ne leur appartient pas? C'est pas évident. Voilà. Mais en tout cas, je trouve que ce serait bien que Google l'intègre. Malheureusement, pour le moment, il n'y a aucune communication de la part de Google et il faut juste attendre. Mais sinon, je vous engage à l'intégrer, au moins sur votre site, au moins pour Bing, Yandex ou d'autres moteurs, et puis comme ça, ce sera en place au cas où un jour Google le prend en compte. Quelle est la différence entre Soft 404 et 404, grosso modo, dans les rapports de la Search Console? Alors, en fait, 404, ça c'est connu, hein, URL not found, page not found, donc on demande une URL, le robot demande une URL et il n'y a rien à cette URL. Il n'y a jamais rien eu, sinon c'est une 410, gone. Donc, il y a eu quelque chose, mais ça a été supprimé. Soft 404, c'est en fait un message de Google qui dit la page renvoie un code 200, c'est-à-dire OK, tout va bien. Par contre, elle a un comportement de 404. C'est-à-dire, c'est une page sans contenu. La plupart du temps, c'est des pages sans contenu ou des pages qui ne devraient pas être indexées, en fait. Donc, qui ressemblent à une 404, mais qui renvoie un code 200 pour dire que tout va bien. Ça, c'est pas normal. Dans l'immense majorité des cas, c'est des pages sans intérêt pour le SEO, avec beaucoup de contenu dupliqué, souvent, ou pas de contenu, ou peu de contenu. Et dans l'immense majorité des cas, c'est des pages qu'il faut désindexer. Donc voilà la différence entre Soft 404 et 404 pur et dur. Le sitemap XML, donc le fichier sitemap XML, aura-t-il encore de l'intérêt en 2023? Franchement, oui, clairement. Et en fait, j'ai un peu changé d'opinion au fil du temps, parce que sitemap existe depuis des années. Hein, je ne sais plus, c'est vraiment, même si ce n'est pas 2005, hein, le sitemap. Donc, ça fait vraiment longtemps que ça existe. Alors, je me suis beaucoup posé la question, est-ce que c'est vraiment intéressant? Et en fait, oui, à force de travailler sur des sites, on voit en fait qu'en moyenne, Google découvre 2/3 des URL d'un site via le sitemap, parfois plus. Donc, c'est vraiment une information et un fichier qu'il faut mettre en place. Alors, évidemment, si vous avez un site one page avec une seule page, peut-être pas, mais dans les autres cas, oui, il faut un sitemap XML, il faut qu'il soit mis à jour. Donc, il faut bien sûr que sur votre CMS, il y ait un système qui gère les sitemaps XML. Mais oui, pour moi, c'est absolument essentiel aujourd'hui, d'autant plus que ça va, la plupart des CMS du marché gèrent ça de façon transparente pour l'éditeur du site. Donc, ce n'est pas très compliqué à mettre en place, sauf si vraiment vous avez un CMS qui n'est pas très à jour. Donc, il faut le faire. Clairement, il faut le faire, ça ne mange pas de pain et c'est toujours bon à faire. Et évidemment, il faut qu'il soit à jour, évidemment. La notion de domain rating, domain authority, DR, DA, etc., est-elle vraiment pertinente? Alors, est-ce que Google ne juge pas plutôt la puissance de chaque page individuellement? C'est une question intéressante. Alors, je pense que, moi je suis persuadé en tout cas, je pense que beaucoup de gens le sont aussi, c'est que Google juge la pertinence d'une information à plusieurs niveaux. Donc, il y a la pertinence de la page, bien sûr. Hein. Est-ce que cette page est pertinente par rapport à telle requête? Évidemment, une page web, une URL. Mais il y a aussi une pertinence du site. Et c'est ce qu'on appelle finalement les critères EAT, hein, l'expertise, l'autorité, le trust, la confiance, etc. Est-ce que cette page appartient à un site de bonne qualité? Et là, évidemment, c'est une note globale. Et les deux sont pour moi aussi importants. Alors, la notion de domain rating, domain authority, bien sûr, ce n'est pas des critères Google, hein, ce sont des critères qui ont été définis par des outils comme Moz, Ahrefs, Majestic, etc. Alors, c'est intéressant, mais ce ne sont pas des critères Google. Donc, ce sont des estimations qui ont le mérite d'exister,
mais c'est peut-être pas du tout comme ça que Google fonctionne, hein, clairement. Donc, oui, ça a une certaine forme de pertinence, hein, de ces indicateurs, mais comme on ne connaît pas alors je ne vais pas dire la note EAT parce qu'il n'y a pas vraiment de note EAT, mais comme on ne sait pas vraiment comment Google estime la qualité d'un site, bon, ben, on a le domain rating, le domain authority et tous ces indicateurs qui sont proposés par des outils, donc c'est intéressant. Mais il y a clairement cette double notion, est-ce que la page est pertinente et est-ce qu'elle est présente sur un site de bonne qualité? Voilà, donc, il ne faudrait pas qu'on parle de l'EAT, etc. Mais bon, j'ai fait quelques vidéos à ce sujet sur Abondance. Mais effectivement, il y a les deux. Donc, avoir un article de bonne qualité, ça ne suffit pas. Il faut aussi être sur un site, sur un bon site aussi. Faut-il vraiment abandonner Google Analytics? C'est une vraie question. Alors, je pense vraiment que ça va évoluer encore jusqu'à l'été prochain, puisque je crois que c'est jusqu'à fin août. Hein, jusqu'à fin août. Alors, il y a le passage de Universal à GA4, hein, fin août, donc c'est un gros truc. Je vous engage à lire l'article de Vincent Lahaye sur Reacteur qui a été publié hier, sur reacteur.com, mais qui parle un peu de tout ça. Est-ce qu'il faut vraiment abandonner Google Analytics? Honnêtement, il va y avoir des accords qui vont être signés, il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place. Aujourd'hui, on dirait oui, il va falloir abandonner Google Analytics, ou en tout cas, c'est tellement compliqué de le rendre compatible avec le RGPD et ce que veut la CNIL que ça va être compliqué. Mais tout ça va évoluer, on a encore pas mal de mois, donc je pense que ça va évoluer plutôt favorablement, c'est comme ça que je le sens. Ceci dit, j'aurais tendance à installer un deuxième outil, alors Matomo ou autre, hein, il y en a beaucoup, hein, mais j'aurais Internet, enfin, etc. Mais j'aurais tendance à installer un deuxième outil pour déjà comparer, apprendre comment il fonctionne, voir si, au cas où on doit abandonner Google Analytics, comme ça, on aura l'autre qui sera en backup. On aura aussi l'antériorité des données, ce qui sera une certaine antériorité des données aussi, parce que si on coupe Google Analytics et qu'on installe un autre, on repart à zéro en termes de stats, c'est un peu compliqué. Voilà, donc il y a pas mal de choses à faire. C'est pas du tout les mêmes interfaces, les mêmes données, etc. Donc, j'aurais tendance, à l'heure actuelle, à avoir deux outils de mesure d'audience en parallèle. Et comme ça, en fonction de ce qui se passe, on verra. Mais au moins, on ne sera pas le bec dans l'eau si on doit abandonner Google Analytics l'année prochaine. Le taux de clic, le taux de rebond et la durée de session ont-ils un impact sur le référencement naturel, sur le positionnement? On parle bien du positionnement ici. Non. Et combien de fois faudra-t-il le dire? Non. C'est pareil pour ce qu'on appelle le dwell time, le pogo sticking, le fait que les gens cliquent sur la SERP et puis vont sur le site et reviennent, etc. Cette analyse. Je ne dis pas que Google ne l'analyse pas, Google l'analyse, bien sûr, il n'est pas fou, mais ça n'a pas d'impact sur le positionnement. Hein. Google va utiliser ces informations pour améliorer ses algorithmes, pour voir si les gens sont contents des résultats, etc. Mais c'est une utilisation macroscopique de ces informations et pas au niveau du positionnement de telle ou telle page. Je vous engage à lire là aussi, toujours sur l'excellent site de reacteur.com, l'article de Sylvain Perronnet le mois dernier, qui parlait justement de ça, de ce type de questions. Donc, c'est pas la peine de cliquer comme un malade sur votre résultat, sur votre lien dans les SERP, vous gagnerez pas des places, clairement. D'une façon générale, l'UX a peu d'impact sur le SEO, malgré tout ce qu'on lit, tout le bullshit qu'on lit sur LinkedIn. Et le comportement utilisateur a aussi assez peu d'impact sur le SEO, sur le positionnement encore, hein, sur le ranking, hein, sur le positionnement des liens. Le fait d'être un client Google Ads peut-il m'apporter un bonus pour mes résultats SEO? A priori non, hein, on a vu des choses, mais je pense que c'était des résultats finalement, comme il y avait des grosses campagnes Google Ads, du coup ça a fait parler
du site. Alors, il y a peut-être plus de liens qui se sont créés, etc. Il y a eu un peu de remue-ménage autour du site parce qu'il y avait beaucoup de publicité. Et puis, quand la grosse campagne s'est arrêtée, il y a eu moins d'impact secondaire, indirect. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui peuvent arriver. Mais en tout cas, Google ne dit pas tiens, lui, il me donne plein de sous-sous, il me donne plein de pépettes, donc je vais mieux le référencer en SEO. Ça, je peux vous assurer que non. C'est totalement cloisonné chez Google. Et ça n'arrive pas. Donc, il peut y avoir éventuellement quelques petits effets secondaires sur des grosses campagnes Google Ads. C'est des choses qu'on a déjà vues. Alors, est-ce que c'était causalité, corrélation? C'est difficile à dire, mais c'est des choses qu'on a constatées de temps en temps sur des très grosses campagnes. Mais je pense que c'est plus un effet secondaire assez logique, assez classique. Le nofollow est-il réellement pris en compte sur les liens internes? Oui, bien sûr. Oui, alors, c'est le nofollow selon la nouvelle version de Google. Puisque avant, il y a quelques temps maintenant, mais avant, le nofollow était radicalement non suivi. Les liens étaient radicalement non suivis. Aujourd'hui, c'est un hint, donc c'est un indice. Donc Google se garde la possibilité de suivre un lien qui est en nofollow s'il estime qu'il est intéressant. Ceci, bien sûr qu'il faut utiliser le nofollow dans les liens internes. Surtout pour en fait vraiment éviter, c'est pour économiser du budget crawl en fait, c'est surtout pour ça. C'est pas, on n'utilise pas le nofollow pour de la répartition du jus d'une page à l'autre, ça sert à rien et ça va pas fonctionner. Pour avoir une meilleure répartition du jus, le nofollow est inactif, ne fonctionne pas. Par contre, pour éviter par exemple les liens sur un site e-commerce, les liens sur le panier ou sur la gestion du compte, ou sur des pages qui n'ont pas vraiment d'intérêt, qui sont répétées dans toutes les pages. On va le mettre en nofollow pour éviter que si vous voulez pas faire indexer vos fichiers PDF, vous allez mettre les liens vers les fichiers PDF en nofollow aussi. Ça ne veut pas dire que les fichiers ne seront pas indexés, ça voudra dire que les robots, vous n'envoyez pas les robots dessus. Ensuite, il faut faire un certain nombre de choses pour que les fichiers ne soient pas indexés. Le nofollow, ce n'est pas du no-index. Le nofollow, c'est je ne suis pas ce lien. Mais peut-être que Google va arriver sur la destination finale par un autre biais. Et là, peut-être qu'il l'indexera. Donc, il faut aussi mettre du no-index sur la destination finale, sur le fichier final. Donc, le nofollow, oui, bien sûr. Le nofollow, maillage interne, c'est surtout pour économiser du budget crawl, pour éviter de fournir des liens aux robots qui n'ont pas d'intérêt, puisque ces liens iront sur des pages qui ne sont pas indexables. Et c'est surtout et quasiment que pour ça qu'on utilise le nofollow. Mais c'est intéressant, bien sûr, et c'est pris en compte. Faire plusieurs liens depuis la même page vers une autre page est-il vraiment une mauvaise pratique? Non, c'est-à-dire en fait, dans une même page web, vous avez plusieurs liens qui pointent vers la même destination. Alors, ça peut être une pratique sans grand intérêt. Si vous avez par exemple, je l'ai vu encore dernièrement sur un site que j'ai audité, des liens dans le menu qui sont repris dans le footer. Alors là, franchement, je ne vois pas l'intérêt, puisqu'en fait, le système de répartition du jus fait que chaque page destinatrice d'un lien reçoit un pourcentage équivalent au jus de la page qui fait des liens divisé par le nombre de liens sortants. C'est un peu compliqué, mais donc si vous avez une page qui a un potentiel SEO de 100, qu'elle fait 10 liens sortants, chaque page va recevoir 10. Si elle fait 100 liens sortants, chaque page reçoit 1. Voilà. Donc plus il y a de liens sortants, moins chaque page reçoit de liens. Donc si vous multipliez les liens sortants, ce n'est pas très bon, puisqu'en fait chaque page va recevoir peu de jus. Et notamment si vous faites des liens vers des pages qui n'ont pas d'intérêt en termes de SEO. Donc ça, c'est pas très très bon. Maintenant, vous pouvez très bien faire, vous savez, il y a souvent des blocs de liens avec, par exemple, une image, un titre, un descriptif, et puis un call to action, lire la suite. Et ces 4 liens pointent vers la même page. Bon, voilà, ça, on peut le faire, ça ne pose pas de problème. Alors, on dit souvent que, est-ce que, c'est surtout pour l'ancrage que ça a
un intérêt ou une importance. L'ancrage, donc c'est l'analyse du texte de lien. Est-ce que Google prend le premier texte de lien parmi les 4 ou est-ce qu'il prend le plus intéressant? Google a dit qu'il prenait, et maintenant il faisait un peu le choix et il prenait celui qui lui semblait le plus descriptif de la page distante. Personnellement, j'essaie toujours de toute façon de faire en sorte que le premier lien dans le code HTML est une encre descriptive par rapport à la page distante. Voilà, comme ça, je suis à peu près sûr que Google prend la bonne encre pour analyser le contenu de la page distante ou analyser ce dont parle la page distante. Donc voilà, c'est pas obligatoirement une mauvaise pratique, c'est juste que il faut éviter de faire des liens qui servent à rien, puisque en général, je préconise qu'il n'y ait pas plus de 100 liens sortants d'une page. C'est pas mal, mais moins il y en aura finalement, mieux c'est, et surtout il faut que ce soit des liens vers des pages qui ont un véritable intérêt SEO. C'est ça qui est le plus important. Google est-il vraiment capable de détecter un texte généré par l'intelligence artificielle ou est-ce qu'il bluffe? Risque-t-on une pénalité? C'est quand même un des grands challenges des années qui vont arriver, hein, c'est l'apparition de l'intelligence artificielle dans l'automatisation notamment des contenus, avec des tas de contenus qui vont être très facilement générés par l'IA. Et c'est un des énormes challenges pour Google, parce que s'il se retrouve en face de milliards de contenus, de milliards de textes générés très, très facilement par des ordinateurs, comment est-ce qu'il va gérer tout ça? Donc, bien sûr, Google est totalement conscient de ça. J'aurais tendance à dire qu'à partir du moment où un texte est généré par l'IA, l'IA peut le détecter, puisque finalement, tout ça, c'est des algorithmes. Est-ce qu'il est capable aujourd'hui de détecter un texte généré par l'IA? Je pense que oui, mais vraiment pour des textes de faible qualité. Finalement, c'est un petit peu comme tous les systèmes de réécriture, de content spinning, etc. C'est un peu la même chose finalement. Si c'est fait si c'est fait par des gens qui s'en foutent en fait, hein, clairement, et qui font de la bouillie, oui, ça va être détecté. Si c'est bien fait, notamment avec une relecture humaine, je ne vois pas comment ça pourrait être détecté. Voilà, c'est toujours un peu pareil, la qualité sera privilégiée. Est-ce qu'on risque une pénalité? Je ne pense pas qu'il y ait Enfin, oui, on peut risquer une pénalité, justement. Qu'est-ce qu'on appelle une pénalité aujourd'hui? Mais en tout cas, bien sûr, un site qui a beaucoup de contenu comme ça, de faible qualité, détecté comme étant de faible qualité, en termes de note générale, il va prendre un coup, bien sûr. Donc, les résultats seront clairement moins bons. Maintenant, un texte généré par l'IA avec une relecture humaine, à mon avis, ça passe. Donc, en fait, ça devient un texte de qualité, ou en tout cas un texte qui passe au-dessus des radars. Par contre, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder dans les années qui viennent, parce que ça va être pas obligatoirement très simple de faire du SEO de qualité avec tout le spam qui va arriver à ce niveau-là, malheureusement. Quel pourcentage de liens follow, no follow faut-il respecter en netlinking? Alors, c'est pas une question qu'il faut me poser à moi, parce qu'à partir du moment où on se pose, moi je suis white hat 100%, hein, donc j'ai toujours fait du SEO white hat, donc sans tricher, sans manipuler les algorithmes, etc. Donc, à partir du moment où on se pose la question quel pourcentage de liens follow, no follow faut-il respecter en netlinking, c'est qu'on est black hat, hein, clairement, parce que c'est purement du black hat, puisque ce sont des liens factices, etc. Donc, je ne fonctionne pas du tout sur un pourcentage de liens follow, no follow, mais je comprends la question, je ne suis pas fou, hein, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça, et pourquoi pas. Mais c'est juste que c'est pas la question la question, c'est pas à moi qu'il faut la poser, c'est plutôt
à des gens qui font du black hat et qui créent des liens factices. Voilà. Pour moi, il n'y a pas honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait un pourcentage que Google dise ah là, ce site il a 23,4% de liens follow ou le contraire ou de no follow, et je pense que c'est bien. Je ne pense pas que les algorithmes fonctionnent comme ça, honnêtement. Donc, mais bon, je peux me tromper, hein, c'est possible. Donc pour moi, il n'y a pas de pourcentage de liens follow et no follow à respecter. J'ai l'impression que sur certains sites, la commande site de points, donc sur Google, aussi sur Bing d'ailleurs, qu'elle marche aussi sur Bing, ne renvoie pas le nombre exact de pages indexées. Mais complètement, il ne renvoie pas le nombre exact de pages indexées, ça c'est clair. Et comment connaître le nombre de pages indexées d'un site? Alors, effectivement, la commande site de points avec l'URL, le nom de domaine du site ou l'adresse du site, renvoie vraiment un nombre très approximatif du nombre de pages indexées. C'est pour avoir une bonne idée. D'ailleurs, un petit truc, c'est que si vous allez sur la page de résultats, donc sur la SERP 2 ou sur la SERP 3, donc, faites un petit peu naviguer, vous verrez que souvent vous aurez un nombre qui est un petit peu plus précis sur la page 2 ou la page 3 de résultats. Mais ça reste toujours pardon, assez approximatif. Pour connaître le nombre de pages indexées, c'est dans la Search Console. Alors maintenant, comment ça s'appelle? Je crois que c'est page index, hein, voilà, page indexée. C'est dans la Search Console, menu page, rapport page, que vous aurez l'information sur le nombre de pages indexées, qui là est beaucoup plus précis que le site de points. D'ailleurs, on voit bien quand on fait une recherche site de points et qu'on compare avec les chiffres de la Search Console, hein, c'est quand même assez éloigné parfois. Donc, voilà. Site de points, par contre, le site de points, c'est bien parce que ça permet de benchmarker d'un site à l'autre, d'avoir une idée globale et de dire site de points, mon site, site de points, le site concurrent. Bon, on a à peu près le même nombre de pages, donc on boxe dans la même catégorie quelque part. Hein. Si votre site il a 3 pages et qu'un autre site il a 1 million de pages, hein, j'exagère, vous ne boxez pas dans la même catégorie et certainement que Google ne va pas non du tout gérer le site de la même façon. Voilà, c'est surtout pour ça, ça permet de faire un petit benchmark par rapport à d'autres sites. En 2020, c'était l'avènement de la recherche vocale. Tout le monde en parlait, y compris vous, moi, et il fallait que le SEO suive. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce toujours un élément incontournable d'un point de vue SEO, sachant... ok, donc bonne question. Alors, c'est pas 2020 l'avènement de la recherche vocale, puisque j'ai cherché un peu sur Abondance et j'en parlais déjà. J'avais mis les premiers tests en 2017, hein, donc ça fait 5 ans, sur la recherche vocale. Et puis, en fait, c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, la recherche vocale. Donc, j'ai mon Google Home, j'ai mon Alexa, etc. J'ai fait beaucoup de tests dessus pour voir comment tout ça fonctionnait. Et effectivement, je me suis aperçu que ça ne fonctionnait pas, quoi. Clairement, la recherche vocale, dès qu'on fait des tests, on s'en aperçoit vite hein, que c'est pas fonctionnel. Enfin, c'est super déceptif, décevant, déceptif quand on fait des recherches vocales. En fait, les recherches sont beaucoup plus pertinentes sur desktop ou sur mon smartphone. Parce qu'on a plusieurs résultats, on peut avoir le choix, etc., etc. Franchement, c'est pas bon, la recherche vocale, c'est pas bon et tout le monde s'en est aperçu. Donc évidemment, ça marche pas, et donc évidemment, c'est pas utilisé. Je parle pas d'interface vocale, hein. L'interface vocale marche très bien. Avoir une interface homme-machine par la voix, que ce soit en voiture ou avec les assistants vocaux, moi, évidemment, Alexa, il me sert plus. Comme pour tout le monde, il ne me sert plus qu'à mettre de la musique et éventuellement à avoir la météo et les infos. Voilà, mais tout le monde fait ça. Mais parce que et ça se fait par interface vocale et c'est assez sympa. Mais personne ne fait de recherche vocale ou très peu. Donc la recherche vocale, non. Bon, voilà, c'était une idée. On y a cru et puis on s'est vite aperçu que non. Ça ne fonctionnerait pas. Par contre, la recherche visuelle, par contre, là, il y a vraiment des belles choses à faire en recherche visuelle, c'est-à-dire utiliser l'appareil photo du téléphone pour
pour prendre une photo, et puis bah, la photo devient la requête, en fait. Et il n'y a qu'à voir, moi, j'utilise une application que j'utilise beaucoup, je crois que c'est PlanteNet, elle s'appelle. C'est parce que bon, j'ai un jardin, j'ai des plantes, etc. Et dès que je vois une plante qui me plaît, que je trouve jolie ailleurs, bah, je la prends en photo et j'ai tout de suite le nom. Voilà, c'est un peu le Shazam des plantes. Hein, voilà. Donc ça, c'est des choses il y a plein de choses à faire, il y a plein de business à faire aussi. Et ça, par contre, on voit tout de suite les implications derrière. Alors, je vous engage à regarder la Visual Search de Bing, qui est vraiment excellente. Et puis, bien sûr, Google Lens, hein, puisqu'on voit bien que Google pousse Google Lens. D'ailleurs, il y a eu aussi un article sur Reactor hier, sur Google Lens. Voilà, ça j'y crois beaucoup plus. Après avoir testé tout ça, j'y crois beaucoup plus que la recherche vocale. Et une petite question de mon côté, si vous deviez commencer une démarche SEO sur un site existant, quels sont les 4 premiers points que vous traiteriez en priorité? Ça, c'est une vraie question et c'est super important. Alors, j'ai essayé de les mettre en dessous. Premier point que je regarde, c'est la crawlabilité, l'indexabilité. C'est vraiment essayer de faire en sorte que lors du crawl, toutes les pages crawlées soient potentiellement indexables. Donc pas de contenu inintéressant, pas de contenu même en no-index. Hein. Et pour ça, vraiment, on va utiliser au maximum le robot.txt, le fichier robot.txt, plus que le no-index, pour éviter le crawl, en fait. C'est la gestion du budget crawl, hein, tout simplement. Faire en sorte que il y a 100 pages intéressantes sur ce site, peut-être il y en a 200 qui ne sont pas intéressantes, le crawl se fera sur ces 100 pages, elles sont indexables et on va essayer de faire en sorte qu'elles soient indexées. Ça, c'est un vrai travail qui est très peu fait sur les sites actuels, de ne montrer finalement que ce qui est de bonne qualité. Ensuite, bien sûr, il y a l'optimisation on-page, hein, H1, title, métadescription, enfin, le gras, HN, enfin, valise H1, H6, voilà, tout, ça c'est classique, hein. Mais ce n'est pas toujours fait, donc il faut quand même vérifier. Le volume de contenu, hein, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, les pages qui ont beaucoup de texte, ça va peut-être évoluer, mais les pages qui ont beaucoup de texte aujourd'hui, quand même, d'une façon générale, elles se classent mieux. Et puis peut-être mettre de côté les pages qui ont peu de contenu, parce que finalement, elles n'ont pas d'intérêt SEO, donc peut-être les rendre non indexables, voire non crawlables. Et puis la qualité du contenu. Voilà. Est-ce que le contenu sur le site répond aux questions potentielles des internautes et à leurs intentions de recherche? Voilà. Alors, pour moi, j'arrive sur un site, est-ce que c'est bien crawlé? Est-ce que c'est bien optimisé en on-page? Est-ce que le contenu est de qualité? Est-ce que c'est dans un volume suffisant? Franchement, honnêtement, aujourd'hui, vous avez fait ça. Je ne parle pas des liens, hein, puisque là, ce n'était pas la question. Mais vous avez fait ça sur le on-page, sur le site lui-même. Il y a 95% du SEO, hein, clairement. Hein, et là, on est bon, quoi, clairement. Duplicate content inter-site, donc entre plusieurs sites. Quel est le risque pour le domaine qui copie à terme? Donc, il y en a un qui copie a priori, hein, c'est la question. Hein, il y en a un qui copie-colle sans demander la permission. Peut-il être pénalisé méchamment? Alors, encore une fois, il n'y a pas de pénalité pour le duplicate content. Vous pouvez prendre du contenu sur n'importe quel site et le mettre sur votre site. Vous allez peut-être avoir une lettre d'avocat ou une lettre de quelqu'un qui n'est pas content. Il va faire un mail de quelqu'un qui n'est pas content et il aura raison de vous envoyer ce mail parce que ce n'est pas bien, ça ne se fait pas. Mais ce n'est pas Google qui va vous pénaliser. Google ne va pas dire « Oh, toi, tu es méchant, tu as pris du texte sur un autre site, donc je vais te punir. » Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Google, il va dire tiens, je vois 2 contenus, alors je simplifie à 2, hein, je vois 2 contenus, il y en a un qui semble être l'original et l'autre qui semble être une copie. L'original, hein, il a une vingtaine de critères, donc la date de premier crawl, le PageRank, évidemment la comparaison des contenus, etc. etc. Donc, il calcule ce qu'on appelle un checksum, hein, il calcule le checksum, c'est-à-dire l'image numérique, finalement, l'empreinte digitale de chaque contenu. Et si les empreintes digitales sont proches, ben, il va dire, moi, je vais choisir l'original, c'est lui qui aura la visibilité. Et l'autre, alors, sur du duplicate content intersite,
L'autre sera indexé la plupart du temps, mais mal classé, alors que c'est un peu la différence entre l'intersite et l'intrasite. Dans l'intrasite, la copie n'est la plupart du temps pas indexée. Il n'y a que l'original qui est indexé, donc qui est visible. La plupart du temps, hein, je schématise, hein, c'est parfois un peu plus compliqué. Donc il n'y a pas de pénalité au sens tu as fait quelque chose de mal, donc je te punis. C'est le site qui a copié sera pénalisé dans sa visibilité parce qu'il n'est pas visible sur Google. Voilà, c'est lui qui est pénalisé, mais ce n'est pas Google qui pénalise. Hein, vous voyez la différence. Et puis, voilà, évidemment, il ne faut pas copier, c'est pas bien. C'est comme à l'école, hein, c'est pareil. Mais bien sûr, ça arrive. Bien sûr, ça arrive. Donc, il y a aussi la possibilité de faire des déclarations DMCA, hein, c'est pas les Village People, hein, c'est Digital Millennium Copyright Act auprès de Google qui va regarder si vous pensez que vous êtes copié, vous pouvez faire une déclaration DMCA auprès de Google qui va vérifier ça. Donc, il faut bien le faire, mais en général, ça marche. Bon. Voilà. Mais il n'y a pas de risque, encore moins de risque judiciaire de la part de Google. Hein. Google ne va pas vous attaquer, il ne va pas vous attaquer en justice, il ne va pas pénaliser votre site en tant que pénalité, hein, ce qu'on appelle des pénalités en SEO. C'est juste que c'est une question de perte de visibilité, c'est tout. Le problème, en fait, c'est si vous êtes propriétaire d'un contenu, qu'un autre site vous le copie et qui passe canonique, qui passe pour original, ça peut arriver parce qu'il y a les meilleurs backlinks, etc. etc. Ben là, c'est la déclaration DMCA qui va être mise en place pour essayer de contrer ça. Vis-à-vis du SEO géographique, si deux sites avec des TLD différents, par exemple un .fr et un .be, disposent chacun d'une version de langue identique, quels sont les risques de duplication? Eh ben, ça dépend si vous avez mis en place les balises hreflang ou pas. Donc, si vous avez un site .fr en français et un site .be en français, évidemment, par défaut, c'est du contenu dupliqué. Évidemment, si vous mettez le même contenu sur les deux, c'est du contenu dupliqué. Mais si vous mettez les balises hreflang, alors pour le premier fr-fr en français pour la France, et pour l'autre, et pour le belge fr-be en français pour la Belgique, Google saura que le premier, c'est pour google.fr et le second, c'est pour google.be. Et donc, pas de problème, et ça fonctionnera. Donc, il n'y a pas de risque de duplication. On m'a aussi posé la question dernièrement, encore une fois, sur le contenu traduit. Est-ce qu'un contenu traduit pose problème? Non, 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 c'est du contenu traduit, c'est pas du contenu dupliqué. Dans 10 ans, peut-être, on verra ce qu'il en est, mais contenu traduit, si vous avez un contenu en français et un contenu en anglais, Google ne le considère clairement pas comme du contenu dupliqué. C'est une question qui revient assez souvent, d'ailleurs, bizarrement. Enfin, pas bizarrement, c'est une question légitime, hein, bien sûr. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de risque de duplication entre du contenu dans deux langues différentes. Et donc, pour même langue, mais pays différents, c'est la balise hreflang qui fait la différence. Je rappelle toujours, hein, le SEO à l'international, c'est avant tout du SEO par pays. On fait du SEO par pays, on ne fait pas du SEO par langue. Faire un site pour tous les gens qui parlent français dans le monde, ça ne fonctionne pas. Hein. C'est le SEO, c'est quel est le site cible, la France, le pays cible, la France, ok, je fais un pays pour la France. Un autre pays cible, la Belgique, ok, je fais un autre site pour la Belgique. La Suisse, les États-Unis, je prends .com, la France, je prends .fr. Alors on peut aussi prendre des répertoires, etc. Moi, j'aime bien prendre les noms de les extensions par pays. Je trouve que ça marche bien. C'est un peu plus compliqué, mais voilà. Mais c'est toujours le SEO se fait par pays, toujours. Hein. Donc c'est du SEO géographique avant d'être du SEO linguistique. Ensuite, par exemple pour la Suisse, par exemple, on peut faire un site en français, en anglais, et un site en français, et en allemand et en italien, à l'intérieur du site .ch, par exemple, ça, ou en français et en
flamand sur le site .be avec des répertoires /fr et /nl, par exemple. Voilà, tout ça, on peut le faire. On peut faire du linguistique à l'intérieur du géographique. Mais il ne faut pas faire que du linguistique, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne mal. Est-ce qu'en 2022, avoir des fiches produits avec beaucoup de texte, 4000, 5000 caractères, est pertinent pour Google? Bah oui. On sait que ça ne l'est pas pour nos clients, évidemment, ils ne vont pas le dire, mais quid de Google? Bah, oui, alors, en fait, alors, comme toujours, ça dépend. Hein, j'avais pas encore dit ça dépend sur toutes les questions précédentes. Il faut bien qu'à un moment donné, ça sorte. Ça dépend évidemment du texte. Si vous mettez de la bouillie, ça ne sert pas à grand-chose. Si vous mettez du texte similaire sur toutes les fiches produits, ça ne va pas servir à grand-chose non plus. Au contraire, ça va être du contenu dupliqué, donc ça va être la cata. Donc, voilà, il faut quand même que 4000, 5000 caractères avec du texte de qualité qui fait rêver, hein, qui donne envie d'acheter le produit, et original sur chaque page. Oui, bien sûr, bien sûr que c'est intéressant et c'est pertinent pour Google. La question, c'est comment le rédiger. Et c'est peut-être là que l'intelligence artificielle et l'automatisation peut jouer pour faire des fiches produits qui sont quand même d'assez bonne qualité, mais pour lesquels l'humain va avoir moins de travail, parce que si vous avez 1 million de produits, vous oubliez les fiches produits avec 5000 caractères pour chaque fiche produit. Si ça doit être fait à la main, c'est du délire complet. Donc peut-être que là, l'intelligence artificielle et l'automatisation et des outils comme GPT-3, Jasper ou autres peuvent aider à l'avenir. Mais bien sûr, il faudra que ça soit fait avec un peu de qualité, un minimum, quoi, un maximum même. D'après toi, pourquoi Google ne met pas plus de moyens pour détecter le black hat? C'est vrai que c'est énervant. Hein. C'est vrai que c'est énervant de voir. En fait, ce qui m'énerve un peu, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'arrête ce métier, c'est que je pense aujourd'hui, le SEO, c'est en majorité du black hat, ce que je vois, en tout cas, ce que je constate. Et alors, c'est vrai que ça n'a jamais été ma vision. Et c'est aussi Google qui l'a permis, parce qu'en ne pénalisant plus notamment les liens de faible qualité, mais en les ignorant, mais en les mettant encore dans la Search Console, enfin voilà, en étant très ambigu sur notamment les liens, les backlinks, il a favorisé le black hat. Et finalement, il se tire aussi une balle dans le pied en faisant ça. Mais je crois que Google met les moyens qu'il veut bien mettre pour que ça ne le dérange pas trop, pour que le black hat ne le dérange pas trop. S'il y a encore plus de black hat, il mettra peut-être encore plus de moyens. Voilà. Mais en fait, il ne met pas les moyens suffisants, entre guillemets, pour éradiquer totalement le black hat. Bon, c'est comme ça. Je ne suis pas propriétaire de Google, donc chacun fait comme il veut. Mais je trouve ça, c'est énervant. Tous les gens qui veulent pas tricher, qui veulent faire du travail honnête, loyal, et donc qui ne veulent pas faire de black hat, ils sont tous frustrés souvent parce que aujourd'hui, le black hat est partout, et même dans les associations de référenceurs. Donc c'est dommage, mais je pense que c'est vraiment une problématique économique pour Google, qui ne veut pas non plus dépenser trop sur ce sujet, tout simplement. Et puis, tant que son moteur est à peu près pertinent et pas trop perturbé par le black hat, il n'en met pas plus, tout simplement. Un site one page est-il mauvais pour le SEO si on respecte les H1, les alt? Un site one page n'est pas mauvais en soi, mais c'est vrai que souvent on dit qu'une page web est réactive en SEO sur une requête. Alors une page d'accueil sur 2 requêtes, hein, la marque, parce que ce n'est pas le plus compliqué, et puis une requête métier. Alors si vous avez un site one page, vous avez une page, donc potentiellement et théoriquement, vous avez accès à 2 requêtes. C'est surtout ça. Et puis le problème, c'est qu'un site one page, il va proposer tout sur une même page. Et ça, les moteurs, en règle générale, ils n'aiment pas du tout. Hein, ils aiment plutôt associer un concept, une idée à une page web. Cette page web, elle parle de ça, et cette autre page web, elle parle de ça, etc. Mais plusieurs concepts, plusieurs informations sur une même page web, ça a souvent des difficultés à se positionner et à être visible. Or, le site one page, par définition, c'est tout sur la même page.
Donc, c'est pas, en soi, c'est pas mauvais, bien sûr. Google ne pénalise pas les sites web page. On a toujours l'impression que Google pénalise tout. Non, non, il n'y a pas de pénalité. C'est juste que c'est difficile d'optimiser, c'est difficile d'être visible sur beaucoup de requêtes parce que tout est un peu mélangé dedans. Alors qu'il vaudrait beaucoup mieux faire une page par thématique, hein, une page client, une page prestation, et encore, si vous faites plusieurs prestations, une page pour chaque prestation, etc. Ce serait beaucoup plus efficace en SEO. Est-ce que, et je crois que c'est la dernière question, est-ce que le texte alternatif sur les images a encore de l'importance, ainsi que la hiérarchie des titres HRH6? Ben oui, bien sûr. Hein. En fait, si on regarde, j'aime bien poser la question à des référenceurs, quand on discute entre référenceurs, et la question que je pose, c'est cite-moi un critère sur les 10 dernières années qui a changé radicalement le SEO en termes de positionnement. Un nouveau critère qui a vraiment changé l'optimisation, etc., etc. Sur les 10 dernières années, je suis assez cool sur les 10 dernières années parce que je pense que je pourrais aller sur les 15 assez facilement. En fait, moi, j'en vois pas, honnêtement. Il y a eu, le seul truc que je vois, c'est la compatibilité mobile, ou en tout cas l'avènement du mobile. Et donc, le fait que Google, maintenant, crawl les sites mobiles, les sites en version mobile et non plus en version desktop. Donc, il ne regarde que la version mobile d'un site. Donc, ça, effectivement, ça a changé pas mal de choses dans notre approche du SEO. Est-ce que la compatibilité mobile en soi est un critère SEO? Honnêtement, ça reste une question ouverte à laquelle je n'ai pas obligatoirement de réponse. Mais de toute façon, il faut avoir un site mobile. Donc, c'est une question... il n'y a pas à se la poser, donc il faut avoir un site mobile. Mais à côté de ça, sur les 10 dernières années, moi, je ne vois pas de critères majeurs qui soient arrivés en dehors de la communication Google, hein, sur le temps de bullshit, sur le temps d'affichage des pages et machin, l'UX, tout ça, machin. On voit bien dans les faits que l'impact est très faible. Voilà, donc c'est l'optimisation. Quand je parle avec des référenceurs qui ont un peu de bouteille, hein, qui ont quelques heures de vol, hein, en fait, on revient toujours au title, au H1, au lien, à la qualité du contenu, etc. etc. Et ça, c'était il y a 15 ans, ça existait déjà. Hein. Donc, je crois vraiment, et c'est pour ça, quelque part, que le SEO, c'est une activité très pérenne. Tout ce qui se faisait il y a 10 ans, quasiment, je pense, ouais, tout ce qui se faisait il y a 10 ans marche encore aujourd'hui, ça fonctionne encore aujourd'hui. Alors évidemment, ça a évolué, hein, c'est en évolution constante, parce qu'il y a des nouvelles balises, il y a des nouveaux outils, et puis les sites ne sont pas du tout les mêmes qu'il y a 10 ans, bien sûr, donc voilà, évidemment, le métier évolue. Mais, et puis les algorithmes, l'intelligence artificielle jouent énormément, mais en termes d'optimisation de pages et en termes d'optimisation de sites, hors spam, bien sûr, le spam a évolué aussi, mais ça c'est en dehors de ma conférence. Mais tout ce qui est white hat, hein, tout ce qui est optimisation propre, honnête et loyale, ça n'a pas beaucoup évolué en fait, et ça marche toujours, et ça marche toujours très très bien. Donc voilà, bien sûr, texte alternatif des images, bien sûr le HRH6, bien sûr le title, bien sûr des bonnes balises métadescription pour les résultats de recherche, hein, pour le tout-clic. Voilà, le SEO de papa, quoi. Bien sûr, on dit que le SEO de papa, ça marche plus, mais non, mais c'est bon, chacun sa vision, hein, je n'ai pas de souci avec ça, bien sûr. Mais je pense pouvoir dire quand même que ça marche encore plutôt bien. Si on fait du travail de qualité. Par contre, il faut bosser. Le problème avec le SEO de papa, c'est qu'il faut bosser. Et que parfois, les nouvelles générations n'ont pas toujours envie de bosser. Et elles préfèrent appuyer sur un bouton et faire en sorte que les choses se fassent toutes seules. Mais chacun sa vision, chacun sa façon de fonctionner. Voilà, merci à tous. Alors, il est 10h16, j'ai 4 minutes et plein de questions qui ont été posées. J'essaie de les lister, d'en lister un maximum et de répondre le plus rapidement possible.
Quel impact ont les métadescriptions sur le référencement? 0 pour le positionnement, mais évidemment, c'est important pour le taux de clic dans les résultats de recherche, puisque plus la métadescription est intéressante, et plus le lien sera cliqué. D'accord. Merci pour les gens qui nous souhaitent bon vent pour mon métier de scénariste BD, mon futur métier. Là, quelques descriptions, on entend tout et son compteur sur la balise Meta Keywords. Quel est votre avis? Mettez-la, je vais être poli. Faites-en ce que vous voulez, faites des petits. C'est Nicolas, c'est toi Nicolas? Non, il faut faire ce que vous voulez. À partir du moment où vous n'avez pas votre pays cible n'est pas la Russie, la Corée du Sud et je sais plus, et la Chine, puisque les 3 moteurs pour ces pays lisent la balise Meta Keywords, hein, Yandex, Naver et Baidu. Mais si voilà, c'est la balise Meta Keywords, vous pouvez vous en faire des jolis colliers avec, ça n'a aucun intérêt. Et puis ici, là, je viens de faire l'audit d'un site qui avait une balise Meta Keywords où il y avait 1000 mots, un truc gros comme ça. Bon, ça, par contre, c'est presque pénalisant parce que la page, elle devient quand même, toutes les pages deviennent un peu plus lourdes. Donc là, il faut quand même les virer, là. Hein. Mais voilà, donc ça, c'était une autre balise Meta Keywords. On oublie. Continuerez-vous à mettre à jour le livre Réussir son référencement web? Oui. Il y aura une nouvelle version en 2023. Et certainement une autre personne qui gérera mes livres par la suite, mais voilà, on est en train de discuter avec l'éditeur. Et le site Abondance continuera à être mis à jour, bien sûr. Ce ne sera plus moi qui le mettrai à jour, mais une autre équipe très sympathique. Il y a certaines questions auxquelles je ne répondrai pas. Le fait de poster souvent sur Google contribue-t-il au SEO? Alors, on ne poste pas sur Google, hein, on poste sur le web et c'est Google qui lit. La question, c'est le fait de poster souvent sur Google contribue-t-il au SEO de son site web? Non, on publie sur son site. Et oui, le fait de publier souvent, ça peut jouer sur Discover, hein, le système Discover, ça peut jouer sur Google News, et puis ça peut jouer aussi sur la fréquence de venue des robots. Donc tout ça, c'est bon. Bien sûr, avoir du contenu nouveau, souvent, ça peut être très intéressant. Voilà, il est 10h20, donc désolé, il y a beaucoup de questions, mais je les ai prises un peu au hasard. Merci beaucoup pour votre écoute. Je reste disponible, bien sûr, via Abondance, hein, mais voilà. Puis je vais passer la main. Alors, je crois qu'il y avait la slide, sur ma slide, je crois qu'il y avait l'annonce de la prochaine conférence, non? Oui, tout à fait, Olivier. Merci beaucoup pour ta conférence. Je pense en plus que tu es chargé d'émotions avec ton annonce de nouvelle aventure professionnelle. Du coup, je pense que ça sera le moment. J'aurais fait de la pub. C'est le moment. Hein. Moi, perso, je vais aller lire. Hein, du coup, hein. Ouais. C'est bien, ça nous changera des algorithmes. Là. Ah, mais d'accord. Du coup, on les repérera facilement. Voilà. Excellent. It's very good. Je pense un grand merci à toi, Olivier. Partagez sur les réseaux sociaux, hein, parce que c'est quand même une nouvelle, je pense, chargée d'émotions pour la communauté. On est nombreux à avoir grandi, je pense, notamment avec tes livres et puis tes conférences. Donc, une page se tourne, mais pour plein de nouvelles pages autour de la BD. Exactement. Des nouveaux chapitres, exactement. Exactement, un nouveau chapitre. Donc, un grand merci à toi, Olivier. Sachez du coup que la nouvelle conférence, juste, hop, je vous partage les slides. La prochaine conférence démarre à 10h30, donc dans 9 minutes. Profitez-en pour boire un café, boire un jus d'orange. Puisque ensuite Charlet et Jérémy partageront avec vous une conférence autour des tendances du SEO, notamment ils vont sortir un peu la boule de voyance pour
essayer d'imaginer le SEO de 2025, qui est un exercice qui n'est pas simple, je pense, mais qui permet aussi de prendre du recul, hein, puisque le SEO, même si les fondamentaux restent les mêmes, il y a quand même des évolutions, je dirais, chaque année. Et puis en parallèle, hein, pour rappel, sachez que vous avez une offre préférentielle, vous, en tant que participant du SEO Square, sur les offres SMJ. Donc sachez que vous aurez une petite redirection pour découvrir cette offre. Profitez aussi de cette pause, du coup, pour en profiter. Encore un grand merci à toi, Olivier, pour cette conférence. Et puis, du coup, on se retrouve à 10h30 pour la prochaine conférence. Les liens seront dans vos emails. Vous avez vos mails, hein, avec les liens. Pensez donc à cliquer sur les nouveaux liens et pensez à vous connecter quelques minutes à l'avance, puisque nous sommes limités à 1000 participants live par conférence. Et là, en fait, on est déjà au maximum. Donc, connectez-vous dès maintenant pour réserver votre place. Voilà. À tout de suite pour la prochaine conférence. Et merci encore à toi, Olivier. Merci, bonne continuation, bonne journée. À toutes. Ciao.